tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat les nouveaux secrétaires généraux du PAM et du PPS, Hakim Ben Chemmache et Nabil Ben Abdullah. Les détails dès le début de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé ce lundi à Rabat à l'inauguration de la rocade urbaine numéro 2 de Rabat-Salé, un projet structurant qui répond à la problématique de la mobilité entre les deux villes jumelles. La lutte contre la corruption doit être érigée en priorité car il s'agit du plus grand obstacle au développement économique et social, affirme Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un message adressé au 31e sommet de l'Union africaine qui se tient à Nouakchott. Nous nous intéresserons également dans ce journal à la céréaliculture. La filière se porte bien, exemple dans la province de Hamna où la production s'élève à 5 millions de quintaux cette année. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat M. Abdelhakim Ben Chemmache à l'occasion de son élection nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. Le souverain a également reçu M. Mohamed Nabil Ben Abdullah à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du parti du Progrès et du Socialisme. Les détails avec Souad Nached. Palais Royal de Rabat ce lundi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu M. Abdelhakim Ben Chemmache à l'occasion de son élection nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. Ce fut une occasion précieuse d'écouter les orientations de Sa Majesté le roi relatives au rôle et fonctions attendues d'un parti politique aussi important que le parti Authenticité et Modernité, particulièrement dans une conjoncture marquée par des mutations démographiques, sociales et culturelles. Une conjoncture qui requiert de toutes les institutions de faire montre davantage d'efficacité et de compétences. Sa Majesté le roi a également reçu M. Mohamed Nabil Ben Abdullah à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme. Cette réception dont je suis extrêmement fier a été l'occasion pour Sa Majesté de me transmettre un certain nombre de préoccupations liées au rôle que pourrait jouer le Parti du Progrès et du Socialisme, mais également les autres acteurs politiques dans la vie politique nationale. Cela a été également l'occasion d'écouter les salutations adressées par Sa Majesté à l'ensemble des membres du Parti du Progrès et du Socialisme et en particulier à sa direction. Je me ferai un devoir de transmettre un certain nombre d'observations et ces salutations à la direction nationale du parti. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la rocade urbaine numéro 2 de Rabat-Salé, un projet structurant qui vient répondre aux problématiques de mobilité et de déplacement entre les deux villes jumelles. Mohamed El-Shkar. La nouvelle rocade urbaine Rabat-Salé, inaugurée aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohamed VI, permettra de résorber à hauteur de 28 à 30% les flux du trafic total transitant entre les deux rives du Bourg-Greg. La nouvelle infrastructure routière offre un accès direct et aisé depuis le centre-ville de Rabat jusqu'à l'aéroport de Rabat-Salé. Un projet structurant qui contribuera donc au décongestionnement et à la réduction de la pression exercée sur les ponts Hassan II, Moulay Youssef, El Fida et Mohamed V, ponts reliant les deux rives du Bourg-Greg. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu baptiser du nom de Ribat al-Fath, le pont enjambant les deux rives du fleuve du Bourg-Greg, le pont qui fait partie intégrante de cette rocade urbaine dont les travaux de réalisation avaient été lancés par le souverain le 11 mai 2015. Le nom qui porte ce pont, qui est le nom de Ribat al-Fath, a une signification historique et patrimoniale très forte
qui justement la continuité de l'union des deux rives et de ce nom-là qui est le nom de Ribat al-Fath, qui est un nom qui relie justement les deux rives de l'estuaire de Bolgrad, Rabat et Salé, et ne porte qu'un seul nom qui est le nom de Ribat al-Fath. D'une longueur de 8 km, la rocade urbaine numéro 2 de Rabat-Salé a été conçue sous la forme d'un boulevard urbain de 24 mètres de largeur avec 2 fois 3 voies, éclairée, assainie. Elle s'étend de l'avenue Tedla à Rabat jusqu'à la route nationale numéro 6, dite route de Meknès, à Salé. Sur 2 endroits importants au niveau du boulevard Mohamed VI et du passage du tramway qui raccorde la station actuelle à l'hôpital de Salé. Donc il y a un ouvrage d'art aussi qui est déjà construit, qui permettra au tramway de passer bien sûr sans perturber le trafic de cette rocade. C'est un nouvel axe routier qui offre un accès direct à l'aéroport de Rabat-Salé depuis le centre-ville de Rabat. Il comporte également 3 ouvrages d'art, une trémie sur l'avenue Mohamed VI à Rabat, un nouveau pont sur l'oued Boulgreg de 190 mètres de longueur et un pont de rétablissement de la circulation au croisement du projet avec la route Zarbia à Salé. Le trafic attendu sur la rocade est de l'ordre de 30 000 véhicules par jour dans les 2 sens. S'inscrivant en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé Rabat Ville Lumière, capitale culturelle du Maroc, ce projet structurant inscrit les 2 villes de Rabat et de Salé dans une dynamique vertueuse de développement en participant à l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants et à la préservation de leur environnement. La lutte contre la corruption doit être érigée en priorité car il s'agit du plus grand obstacle au développement économique et social et à l'épanouissement de la jeunesse, affirme Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un message adressé au 31e sommet de l'Union africaine dont les travaux se poursuivent ce lundi dans la capitale mauritanienne Nouakchott sous le thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Dans son message, le souverain souligne que cette lutte nécessite un engagement politique sincère, une action publique soutenue et une forte implication civique. Les développements avec Mohamed El-Shkar. Dans son discours au 31e sommet de l'Union africaine, Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne notamment que le fléau de la corruption n'est pas une fatalité africaine, mais qui risque de mettre à mal la réalisation des objectifs du développement durable, surtout que le continent est riche en ressources, très prometteuses à même d'accélérer le développement. Aujourd'hui, être africain, c'est vivre sur une terre qui constitue en bien des domaines un vivier de compétences et de talents. Un vivier tel qu'il permettra de dépasser rapidement certaines étapes et d'accélérer le développement par une exploitation rationnelle de nos ressources. Le souverain souligne ensuite que la mise en place d'une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, offre un cadre exceptionnel de dynamisation des échanges. Elle prépare l'ancrage du développement économique. Elle permettra de renforcer la compétitivité africaine. Cependant, fait observer Sa Majesté le roi, la lutte contre le fléau de la corruption est plus qu'une nécessité. Nous le savons tous, la dynamique en cours masque malaisément une réalité moins radieuse. Trop d'entraves et de difficultés minent encore les efforts qui conduiront à l'émergence. Parmi les obstacles majeurs se dresse le mal endémique de la corruption qui ronge nos sociétés et que notre sommet retient opportunément comme thème central. La corruption, ce n'est pas seulement un problème moral ou éthique. La corruption a aussi un coût économique qui grève le pouvoir d'achat des citoyens, et notamment des plus pauvres dans certains secteurs d'activité. Elle représente 10% du coût de production. La corruption pervertit les règles de la démocratie, sape l'état de droit. Elle dégrade la qualité de vie et favorise la criminalité organisée, l'insécurité et le terrorisme. Partout, nous constatons des signes positifs et des efforts soutenus pour freiner ce mal. Et les mesures prises portent leurs fruits. Des progrès notables sont visibles. Le message royal souligne ensuite l'action du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la corruption. Avec la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Le Royaume du Maroc qui a développé son arsenal institutionnel et juridique pour se mettre en conformité avec les standards internationaux. Le Royaume du Maroc qui s'est doté dès 2015 d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et qui a créé la Commission nationale anticorruption chargée d'assurer la mise en œuvre de cette stratégie. Stratégie qui vise à inverser à l'horizon 2025 la tendance de manière visible et irréversible. Elle vise également à renforcer la confiance des citoyens et à améliorer l'intégrité et le climat des affaires, tout en renforçant le positionnement du Royaume du Maroc à l'international. Sa Majesté le Roi explique également que les réformes institutionnelles entreprises au sein de l'Union africaine contribueront également à faire émerger une culture de lutte contre ce fléau. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. La lutte contre ce fléau requiert une mise en synergie de toutes les expériences et des expertises dans le cadre d'une vision commune que partagent tous les partenaires. Il ne peut en aucun cas devenir une nouvelle forme de domination ou de pression. L'Afrique des enclaves, l'Afrique des comptoirs est bel et bien finie. Mais la corruption n'est pas l'apanage de l'Afrique. Ce fléau ne lui est pas spécifique. Il s'agit d'un phénomène mondial qui sévit dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud. Il risque de mettre à mal la réalisation des objectifs de développement durable décidés à l'échelle internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la corruption n'est pas une fatalité africaine. La lutte contre ce fléau doit être érigée en priorité car il s'agit du plus grand obstacle au développement économique et social et à l'épanouissement de notre jeunesse. Pour cela, nous ne devons de mettre en cohérence les paroles et les actes à chacun de nos rendez-vous. Aussi, je suis convaincu que son Excellence le Président Mohamedou Buhari marquera de son sceau cette nouvelle étape. Je connais sa détermination, sa capacité à convaincre et à fédérer pour créer l'élan nécessaire pour traquer toutes les formes et les pratiques de corruption à tous les niveaux. Gagner cette bataille, c'est façonner l'Afrique que nous voulons laisser à nos enfants, une Afrique apaisée, prospère et solidaire. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et concernant la question du Sahara marocain, le sommet de l'Union africaine marque une avancée substantielle du Maroc. Le rapport qui a été soumis hier aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine consacre d'ailleurs la primauté du processus onusien dans la gestion de la question du Sahara marocain. En effet, la recommandation 21C du rapport souligne que, je cite, conformément à ce rôle d'accompagnement et de soutien, la conférence de l'Union africaine devrait apporter un appui efficace au processus conduit par les Nations Unies et résolution pertinente du Conseil de sécurité. Les autres organes de l'Union africaine et notamment ceux qui étaient instrumentalisés par les adversaires du Maroc se trouvent ainsi dessaisis du traitement de cette question. Le rapport insiste également sur le rôle crucial que les autorités algériennes et mauritaniennes peuvent jouer dans la recherche d'une solution. D'ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine a exhorté les deux pays à soutenir les efforts déployés dans ce sens. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Horst Kohler, poursuit sa visite dans les provinces du sud du Royaume. Une série de rencontres avec les élus, les chiours, les notables des tribus sahraouis et les acteurs de la société civile à Laayoune, Smara et Dakhla ont permis aux responsables onusiens, je cite, d'approfondir sa compréhension du dossier du Sahara marocain et de constater de visu la grande dynamique que connaît cette région grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud auquel un budget de 77 milliards de dirhams a été consacré. Les développements avec Souad Anachet. Horst Kohler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, reprend son bâton de pèlerin. Hier au siège de la Commission régionale des droits de l'homme à Dakhla, Kohler s'est informé notamment auprès de plusieurs représentants de la société civile de l'expérience de la Commission dans le domaine de la protection et de la diffusion de la culture des droits humains. Les questions soulevées ont trait aux avancées réalisées en la matière, mais également aux questions d'ordre économique, social, culturel et d'intérêt pour la population.
Cette rencontre est importante au vu des questions abordées, particulièrement celles sur lesquelles planche la Commission régionale des droits de l'homme de Dakhla Awsred. Nous avons informé M. Koller, chiffre à l'appui des avancées enregistrées dans tous les domaines. La rencontre a été fructueuse et des échanges importants, au dire même de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU qui s'est dit satisfait de la profondeur des sujets abordés. La rencontre fut très positive. M. Koller s'est dit très satisfait de la teneur des échanges avec les différents acteurs et opérateurs de la région. Lors de sa tournée dans les provinces du Sud, Horst Koller a pu constater de visu les progrès réalisés, notamment sur le plan économique et social. Il s'en est d'ailleurs félicité en estimant que le règlement définitif de ce dossier ouvrira la porte à davantage d'investissements et créer des postes d'emploi. Le responsable onusien a pu prendre la mesure de la dynamique du développement qui s'est consolidée davantage dans le cadre du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud. Le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé ce lundi à l'arrestation de 4 individus soupçonnés d'être liés à Daesh. Ils sont âgés entre 19 et 24 ans et s'activent dans les villes de Casablanca, Tanger, Nador et Tiznit. Outre leur adhésion totale à l'agenda destructeur de Daesh et aux actions de propagande en faveur de cette organisation terroriste, les investigations ont révélé que les éléments arrêtés s'activaient en vue d'acquérir des compétences dans le domaine de la fabrication d'explosifs pour, je cite, commettre des opérations terroristes dans le royaume. Cette opération a permis la saisie de différents appareils électroniques et de documents faisant l'apologie de l'idéologie extrémiste de Daesh, en plus d'armes blanches. Le communiqué du ministère de l'Intérieur précise également que l'un des suspects entretenait des liens étroits avec l'un des éléments arrêtés suite au démantèlement en mai dernier au Maroc et en Espagne d'une cellule terroriste liée à ce groupe radical. Cette opération sécuritaire confirme la poursuite des menaces terroristes de Daesh et de ses partisans partout dans le monde et leur intention de mener des opérations terroristes en représailles au revers que l'organisation subit en Irak et en Syrie également. Les suspects seront déférés devant la justice dès la fin de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. On ouvre à présent la page monde de ce journal. D'abord, la crise syrienne. L'offensive des troupes gouvernementales continue à Daraa, surtout dans les quartiers rebelles dans la zone nord-est. Cette opération d'envergure des forces du régime a provoqué un exode massif et inédit. 60 000 personnes, majoritairement des civils, ont déjà fui cette région pendant ces 3 derniers jours, selon les précisions de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ça y est, les Mexicains ont choisi leur nouveau président. Le vétéran de gauche Andrés Manuel López Obrador est le large vainqueur de l'élection présidentielle. Il promet de lutter contre la corruption et d'agir contre la pauvreté pour faire reculer la violence dans le pays. Sa campagne présidentielle était d'ailleurs axée sur ce combat. Des messages qui ont fini par convaincre les Mexicains excédés par les scandales ayant émaillé le mandat du président sortant Enrique Peña Nieto. Open Arms rentre à la maison. Ce bateau géré par une ONG espagnole avec à son bord 60 migrants est désormais en route vers le port de Barcelone. Ce navire humanitaire transporte pour rappel les migrants secourus il y a quelques jours au large de la Libye que l'Italie et Malte avaient refusé d'accueillir. Parmi ces migrants, des Palestiniens, des Syriens et des Guinéens, dont 5 femmes et 4 enfants. Retour à l'actualité nationale et focus sur la céréaliculture grâce aux pluies abondantes qui ont intéressé plusieurs régions du royaume cette année. La production a atteint des chiffres records, notamment dans la province de Rhamna où elle s'élève cette année à 5 millions de quintaux. C'est un reportage réalisé par Omar Jleidi sur un récit de Moulia Marouche. Regardez. À Rhamna, les moissonneuses-batteuses tournent à plein régime à l'instar d'autres régions du royaume. La machine avale les pieds du blé abondant. La récolte s'annonce très prometteuse. Cette année, la production est excellente à la fois au niveau de la récolte du blé et de l'abondance des bottes du foin.
notamment grâce aux précipitations régulières enregistrées dans la région. Dans cette province à forte vocation céréalière, les mécanismes de la récolte se sont modernisés grâce à ces nouvelles moissonneuses-batteuses. Le rendement est donc en constante évolution. La saison agricole est très exceptionnelle. Dans les terres bourgs, la production du blé varie entre 25 et 30 quintaux à l'hectare. Elle s'élève également à 45 quintaux pour les ans irrigués. Les plans agricoles régionaux initiés par le plan Maroc vert donnent leurs fruits. Cette année, la production annuelle du blé tourne autour de 5 millions de quintaux. La 11e édition du prix Chikaya Youtamsi de la poésie africaine a été décernée hier à Asséla au poète sénégalais Amadou Lamine Sall. Cette belle distinction s'inscrit dans le cadre de la 40e édition du Moussem culturel international d'Asséla. Cette nouvelle édition célèbre d'ailleurs la culture africaine. Ce prix honore la mémoire du défunt poète congolais Chikaya Youtamsi. Clôture en apothéose du Festival des musiques sacrées de Fès avec un spectacle envoûtant du Soweto Gospel Choir sud-africain. Les mélomanes ont massivement fait le déplacement pour savourer les chants, les danses et les couleurs de cette bande qui perpétue une musique ancestrale sud-africaine. Nabila Koumimi et Zakaria Mokimbillah nous font revivre les moments forts de ce concert. Des chants gospel classiques au rythme de danse énergique et des couleurs vives et joyeuses. Avec les voix puissantes des choristes, le Soweto Gospel Choir célèbre ce genre musical chrétien et interprète des chants traditionnels sud-africains. We actually express ourselves. Nous exprimons nos sentiments à travers la musique et le chant, en nous inspirant de ce que nous vivons dans notre pays, afin de produire quelque chose d'intelligible. Nous interprétons aussi du chant occidental et du gospel classique. Les choristes alternent entre un chant exalté et une tonicité acrobatique lorsqu'ils se font danseurs ou comédiens. Des polyphonies vocales zoulou au chant des travailleurs migrants, ces artistes polyvalents maîtrisent leur sujet à la perfection. Je suis enthousiaste de voir ces troupes car je suis sud-africaine. Je suis heureuse d'assister à des spectacles de groupes de différents pays. Ici, le gospel se mélange aux langues de l'Afrique du Sud. Avec 6 albums à leur actif, le Soweto Gospel Choir fait une brillante carrière. Fort de leur succès, ils s'engagent aussi dans des œuvres sociales et caritatives. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et agréable soirée sur Al-Oula.